Bonjour, alors bienvenue pour ce live de 3A ABP. Aujourd'hui nous recevons Louise Apton pour son dernier roman qui s'appelle La librairie du coin de la rue, édité aux éditions Chèvrefeuille étoilée. Bonjour à tous ceux qui sont en train de se connecter. On attend l'arrivée de Louise qui très certainement est en train de se faire un petit thé. Bon, ben, j'espère que vous allez tous bien. Alors moi j'ai lu ce roman absolument époustouflant, donc que je vous invite à lire rapidement. Donc Louise sera à la Comédie du Livre, qui a déjà commencé d'ailleurs. Donc Louise, c'est une jeune artiste qui est peintre, sculpteur, sculptrice, auteur. Elle a 17 ans, elle en est à son deuxième roman. Lancez le direct, Louise arrive. Est-ce que ça va marcher? Donc, je disais que Louise en était à son second roman. Voilà. Bonjour Pascal. Bonjour Louise. Comment allez-vous? Ça va bien, merci, et vous? Très très bien, merci. Bon, ben voilà, on a réussi à se connecter. Oui, très bien, très bien. Désolée, je suis un peu en retard. Il n'y a pas de souci. Alors, j'avais commencé les présentations en disant que ben, vous étiez auteur, sculptrice, peintre, étudiante à Londres. Aussi, oui, tout à Parce que fait. ça compte quand même un petit peu. Benjamin, excuse-moi, je suis en pleine conférence. Ah, désolé. Ah, excusez-moi. Les aléas du direct. Les aléas du direct, c'est ça. Yes. Donc, alors, je disais que le livre, la librairie du coin de la rue était votre deuxième roman, puisque vous aviez, qui a déjà 2 ans. Donc, vous l'avez écrit à 15 ans. Oui, entre mes 14 et mes 15 ans. Moi, je disais que j'étais époustouflée voilà, par le livre et vraiment incroyable. Incroyable, parce qu'à 15 ans d'écrire un roman qui soit entre l'anticipation, enfin c'est assez futuriste et en même temps c'est entre la dystopie, on a pas de la science-fiction puisqu'on y est quand même sur tout Oui, ce qui est quand même, transhumanisme. on peut dire que c'est de la science-fiction, effectivement. Il y a disons qu'il y a des aspects de la science-fiction qui orne le récit, mais c'est avant tout une histoire qui parle de la culture et de la lecture. Alors, donc le livre est sorti aux éditions Chèvrefeuille étoilée. Oui. Il est sorti donc alors il est sorti parce que normalement il devait sortir le 20 mai. Il sort le 20 mai, c'est juste qu'il y a eu le 10 mai une conférence à Montpellier pour justement parler du roman au Gazette Café de Montpellier, mais sinon, effectivement, le roman sort le 20 mai. Oui, d'ailleurs à la Gazette Café, il y a vos toiles qui Oui, sont voilà, actuellement pour ceux qui voudraient aller à la Gazette Café boire un coup et regarder vos œuvres, c'est possible. Donc la Gazette Café, pour ceux qui ne sont pas du coin, c'est à Montpellier. Voilà, parce que Montpellier, évidemment, c'est pas le centre du monde, mais presque. le deuxième centre du monde après Londres. Voilà, c'est ça. Paris va se fâcher quand même. Oui, bon. Donc, à 14 ans, vous aviez déjà écrit un premier roman qui s'appelait Arnold. Oui. Alors moi, j'avais juste une petite question. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces 2 livres pour vous au niveau de l'écriture? Entre ces 2 livres, je dirais que j'ai gagné en maturité. Je sais que 1 ou 2 ans, c'est pas énorme, mais sur le point de vue de l'écriture, quand on commence à justement écrire, à perfectionner son style, 2 ans, c'est énorme. Et justement, c'est en ces 2 ans que j'ai pu enfin, pas perfectionner, mais améliorer et oui, si on peut dire perfectionner mon écriture pour qu'elle soit plus mature. Elle était déjà fluide, je dirais, même à 13 ans quand j'ai écrit Arnold. Néanmoins, c'est une forme de complexité dans la narration que j'ai pu trouver, que j'ai pu développer, disons, pendant ces 2 ans. Ben, en tout cas, moi, on en avait parlé ensemble, mais je suis fan. Voilà, très bel avenir d'écrivain, d'artiste.
d'artistes. Alors je voulais faire un petit pitch donc du bouquin hein, que j'ai pas lu, mais je l'ai dévoré en fait. Alors on est en 2112, Oui, tout à fait. 7e République française. Éric Munet doit fermer sa boutique à cause d'un nouveau décret qui vient d'être mis en place, à savoir l'interdiction de diffusion de livres en France. Donc il se retrouve sans abri, il fait la rencontre d'un jeune garçon de 12 ans, Sébastien Barmont, et en fait il y a un lien qui va les unir tous les deux, mais vraiment, et en fait c'est vraiment ce que je disais, un roman d'anticipation qui dénonce la dictature, l'obscurantisme, les violences faites aux femmes. On en parlera tout à l'heure. Tout ce qui est écologique, il y a vraiment une prise de conscience écologique au niveau de la planète, notre chère planète Terre qui nous supporte gentiment. Il souffre un peu en ce moment. Qui souffre un peu en ce moment. Et donc, sur ces deux êtres, en fait, ils sont dans un monde où il y a les tablettes et les sans tablettes. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, on est inondé par les smartphones. Imaginons qu'on est propulsé en 2112. En 2112, ben voilà, il n'y a plus besoin de. Il n'y a plus besoin de carte bleue. Il n'y a plus besoin de quoi que ce soit. En fait, la tablette qui se déplie comme une feuille de papier, c'est vraiment ce qui permet de vivre et d'être accepté dans la société en tant que, non pas individu, mais en tant que plaque d'immatriculation. Et donc, en fait, cette tablette, elle fait tout. Mais quand je dis tout, c'est-à-dire que vous programmez pour conduire, les enfants peuvent se déplacer en véhicule, on passe plus le permis. Bon, évidemment, plus personne ne réfléchit, hein, on est complètement assisté. Non, parce que, oui, même comme vous dites, le coût de la voiture, c'est finalement, ça a déjà commencé. Enfin, c'est gentil en ce moment avec Google Maps qui par exemple, les trajectoires Google Maps ont su un itinéraire. Bon, c'est bien pratique, hein, je l'utilise souvent. Mais poussé à l'extrême, ça pourrait donner effectivement peut-être des choses comme ça. Des voitures qui peuvent se conduire toutes seules et qui suivent un itinéraire qui, au lieu d'être dicté par des internautes qui recommandent, peut-être pourrait être dicté par le gouvernement. C'était une idée que j'ai eue à ce moment-là. Dans ce bouquin, vraiment, il y a donc ils se rencontrent. Alors le fil conducteur, effectivement, Louise. Santé. Santé. Le fil conducteur des rencontres, en fait, ce qui va les réunir, ça va être avec ce garçon qui a 12 ans et cet homme qui a 58 ans, qui se retrouvent sans tablette. Ça va être le thé. Les salons de thé, parce qu'il n'y a que là où ils peuvent se retrouver en toute discrétion. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Je fais des petits coucous en même temps aux internautes qui se connectent. Et donc, en fait, ce qui est génial, c'est que lui va se retrouver sans tablette, mais volontairement. C'est-à-dire qu'il va dire, bon, je suis le dernier libraire de France. Et il s'est fait expulser de sa librairie. C'est le tout début. Je spoil rien. C'est vraiment le tout début. On est tout début là. On spoil rien. Non, on spoil rien. Vous inquiétez pas. On rentre dans ce roman par Éric Munet se fait expulser de sa librairie et devient sans domicile fixe. Il n'est pas encore sans tablette, mais il fait le choix. Il fait le choix. Et justement, il va faire le choix dès qu'il sort de sa librairie de jeter sa tablette, son écran, qui lui sert de moyen d'exister aux yeux de la loi et aux yeux de la République française, aux yeux du monde. Donc, la tablette, il se met dans beaucoup de risques et dans une vie de marginal. Parce que comme il est répété qu'il n'y a quasiment aucun sans tablette à Paris. Et la ville s'en félicite, les grandes villes, en 2012, n'ont plus de sans domicile fixe, qui sont bien sûr des sans tablettes. Oui, alors après, quand même, donc lui, c'est un des derniers à réfléchir. Il part quand même de la librairie avec quelques petits ouvrages dans sa petite valise, hein, quand même. Aussi, vous aviez dit
unité réunissait mes deux personnages, Sébastien Mais et... pas que, c'est le livre. Mais c'est aussi le livre, c'est surtout le livre, la culture, sorte de transmission. En fait, tout le roman, c'est une Oui, sorte de transmission socratique entre Éric et Sébastien. c'est ça. En fait, c'est le lien. Alors, c'était pour pas trop. Mais effectivement, le lien entre eux, ça va être le livre, et du début à la fin. Du début à la fin. Je veux dire, c'est ce qui va les tenir dans cette relation absolument incroyable. Et fusionnel. Et, et vraiment, on peut le dire quand même, le métier du père, du père de Sébastien. Je pense qu'il vaut mieux pas le dire. Je laisse mes Il vaut lecteurs. mieux pas le dire. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est pas n'importe qui. En tout cas, c'est pas n'importe qui. Et donc du coup, comment dire, ça va être un petit peu compliqué pour à la fois Sébastien, pour qui c'est déjà compliqué avec son frère parce que, enfin, voilà, il a un frère juste exécrable. J'en dis pas plus. C'est ça. Il a quand même, il faut le dire, une nounou, puisque on est à l'époque des androïdes. Hein. Donc l'androïde, c'est vraiment l'androïde, mais presque humain avec des sentiments. Les androïdes personnels, comme la nounou de Oui, Sébastien, c'est la nouvelle IA à la mode, qui est très très coûteuse et qui est considérée comme un être vivant au-delà de la machine. C'est vraiment le chaînon manquant entre le robot et l'être humain. et l'hum- ouais, et l'humain. Après, bon, c'est une androïde un peu particulière par rapport aux autres, hein, faut le dire. Oui, oui, tout à fait. Donc, Eric finit par se faire arrêter parce que bon, je veux dire, les sans-tablettes sont quand même traqués, quoi. Il n'y a rien qui traîne, hein, faut pas. Ouh là là, ça fait mauvais genre. Et donc il s'en sort une fois, deux fois parce que Sébastien va l'aider avec les distributeurs automatiques de vêtements. Alors ça c'est hyper pratique. Oui, oui, c'est Ça, sûr. ça a été, je trouvais ça formidable. Merci. Et, donc ben, il va se faire arrêter. Oui. Et il va être conduit à l'endroit où on conduit les sans-tablettes. Le, Voilà, et le qui est un centre. endroit absolument abominable. Et moi, il y a des scènes qui ont été écrites où je me suis dit, waouh, on n'est pas loin, pas du film d'horreur, mais enfin presque. C'est un peu, mais ce qui est très intéressant, c'est la façon presque dont la société envisage une forme de recyclage. Oui, tout à fait. Et De remodeler. de Le rebooting, propre mais de cette société, de cette nouvelle société, c'est vraiment de remodeler la population pour qu'elle soit plus belle, plus high class, entre guillemets, plus... oui, c'est la société La- parfaite, lisse, voilà, mais très docile, hein, ceci. oui. L'eugénisme, c'est quelque chose qui est présent dans le roman aussi. Oui. Ah Euh, ben, oui. oui, oui, mais on n'en dira pas plus. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire, Il y a mais... beaucoup de choses qu'on peut pas dire. On peut juste dire que quand même, la rencontre, le livre, le premier livre qu'il va lui donner, il lui donne la Bible. Oui, tout à fait. Et donc, Sébastien est très très conscient, surtout lui, qu'il ne faut absolument pas qu'il ait de livre. Donc en fait, il use de stratagèmes, il déchire les couvertures, enfin bon, pour pouvoir les lire. Enfin bon, il y a tout un, voilà, c'est vraiment et ça nounou robot, robot personnel. Hein, bon, elle en souffre un peu parce qu'elle se sent un peu mise à part, puisque bon, lui Oui, il grandit aussi. Hein. elles se sont exclues, tout à fait. J'ai voulu travailler. En fait, je pense que tous mes personnages, y a comme une sorte, je ne sais pas si vous connaissez l'œuvre de l'artiste plasticienne Chiharu, Chiarushota. Chiharu Mori, je crois. Non, je connais pas. Ou je me souviens plus de son. Je sais qu'elle s'appelle Chiharu et quelque chose, mais je me souviens plus de son nom de famille. Mais en fait, cette femme fait des sortes de filets infinis Ah, c'est Chiarushota. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Pardon, elle fait des filets avec du fil, de la colle, tout ça, et
Et j'ai l'impression que mes personnages sont unis un peu à la façon de ces œuvres. C'est-à-dire qu'ils ont tous, comme nous dans la vraie vie, ils ont tous des sortes de pour et contre, être dans certaines situations. C'est toujours comme un jeu d'échecs, en fait, aussi. Il y a jamais une pièce qui bouge comme ça Ah sans oui, mais oui, c'est raison. un roman qui est construit qui est construit quand même sur la trahison aussi et le rebondissement. Avec voilà, on est tenu en haleine tout le long du livre en se disant voilà, il y a des personnages qui nous révoltent complètement. Et puis voilà, il y a des références quand même, il faut le dire, euh, à Barjavel, à 1984. On a des clins d'œil à Huxley avec l'eugénisme. C'est vraiment on a moi ça m'a fait penser aussi à Divergente, enfin tout ce côté un petit peu enfin où il y a plusieurs mondes en fait, hein. Hunger Games, il y a le monde voilà, il y a tous ces mondes là un petit peu différents et mais très manichéens et en même temps les personnages sont nuancés, ils sont pas blancs, ils sont pas noirs, ils sont gris. C'est Voilà, ça. Ils sont il gris y a pas de et ils sont à la fois gris et multicolores, disons. c'est ça. Donc voilà, c'est. Avec leurs qualités, leurs défauts. Et voilà, donc Iris, enfin moi, mon personnage préféré c'est Iris, hein, celui qui m'a le plus touchée, puisque c'est elle est maltraitée quand même, Oui, pas par Sébastien, elle est maltraitée par son frère, qui est alors qui est amoureux d'elle, qui est psychopathe, on ne sait pas trop, mais franchement, il faut lire le bouquin, lisez-le. Mais j'ai vraiment eu beaucoup de peine. Bah, après, on comprend pourquoi on a de la peine pour Iris, puisque malgré tout, quand même, ce sont des intelligences artificielles, mais et vraiment, justement, j'ai voulu me poser la question de jusqu'où est-ce qu'on peut ressentir pour quelque chose qui n'est pas humain et qui n'est même pas vivant finalement. Et j'avais vu, alors mon frère est très jeu vidéo, tout ça, et il m'avait montré un jeu vidéo il y a plutôt longtemps, alors que j'étais déjà en train d'écrire le personnage d'Iris. Euh, ouais. et il m'a montré, ça s'appelle Detroit Become Human, je ne sais pas si vous connaissez. Alors moi, les jeux vidéo, c'est pas trop ma culture, mais Oui, c'est ça. En fait, je me souviens plus du tout de l'histoire, mais il m'a juste montré deux ou trois passages où c'était effectivement des androïdes qui peuvent ressentir et qui sont un peu pourchassés par les vrais humains. alors ça me rappelait la série Real Human. Celle-là, je ne l'ai pas vue par contre. Voilà, qui est, je crois que c'est une série suédoise qui était passée, qui était vraiment. Alors Guillaume Lopez nous dit, je connais. Euh, bien Euh, Guillaume. c'est super. Bah, c'est vraiment un bon jeu vidéo d'après mon frère. Je ne joue pas aux jeux vidéo, donc je ne sais pas. Mais d'après lui, c'est un chef-d'œuvre. Donc voilà, je lui fais Ah, confiance. il n'a pas joué, mais il connaît. D'accord. Voilà. Donc sans dévoiler la fin, on parle quand même d'un espèce de rebooting du monde, hein, sur parce qu'en fait on se retrouve en fait avec toute une société où en tout cas en France il y a plus de librairie. Mhm. Et il reste quand même une librairie qui est cachée au public, qui s'appelle la Libreria, et qui est réservée aux élites, à une espèce d'oligarchie dans laquelle et qui est un endroit caché, c'est-à-dire que personne ne sait où il est. Il n'y a que les élites qui peuvent y aller. C'est ça. Et bon, voilà, Sébastien va y aller. On ne dira pas quand ni dans quelles circonstances, mais en tout cas, il va apprendre l'existence de cette librairie et il va entrer en conflit avec le système finalement qui est établi. Oui, parce qu'il y a quand même des technologies pour reconnaître les humains quand Oui, ils pénètrent à des endroits. il y Enfin, a énormément de
de principe de sécurité à cet endroit-là, puisque c'est vraiment le secret le mieux gardé du gouvernement. Et du coup, j'ai voulu un petit peu j'explique le titre. Le titre était assez porté sur deux librairies, enfin même si la libraria c'est plus une bibliothèque qu'une librairie. Oui, c'est une bibliothèque masquée, oui, cachée. Oui, tout à Euh, fait. Et donc la librairie du coin de la rue, bah tiens, pour ceux qui n'ont pas vu le roman, il est juste ici. oui, parce que moi, j'ai la version papier. Voilà. Euh, voilà. Donc, la librairie du coin de la rue, c'est à la fois la librairie, c'est à la fois le surnom que donnaient les anciens habitués de la librairie de Eric, Oui. la librairie du coin de la rue, et c'est aussi cette bibliothèque absolument gigantesque sous les pieds de tous qui recense tous les ouvrages. On n'était pas censé dire où elle était. Ah, tant pis, tant pis. Bah, ça fait moins de Tant pis. Tant Voilà. pis. Il y a un indice. Et voilà. C'est toujours difficile hein, en direct, vous voyez. C'est toujours difficile de pas trop en dire et en même temps de tenir le suspense. Moi, en tout cas, voilà, ce qui est certain, c'est que il y a donc puisque on va quand même découvrir dans ce livre qu'il y a un peu comme dans Hunger Games, Divergente, etc. Qu'il y a deux mondes quand même. Hein. Il y a les sans-tablettes qui sont cachés finalement et qui se planquent parce que sinon ils vont au centre de détention des sans-tablettes et là, on dit pas comment ça se passe, mais c'est pas quand Ça même se passe pas super. bien. Ça se passe pas très très bien. Voilà, personne n'a envie d'y aller. Hein, on comprend mieux pourquoi. Euh, Moi, je voulais parler quand même parce qu'il y avait la référence au gars qui a inventé cette intelligence artificielle et ces robots personnels enfin pas de compagnie, mais ces robots Oui, un petit peu de compagnie, un petit peu, oui. et un petit peu de compagnie quand même, parce que bon, ça, c'est des robots qui coûtent plus qu'un bras, hein, je Oui, dirais un bras et deux yeux. Et en fait, ce gars s'appelle Taylor. Et et moi, ça m'a fait la référence parce que quand on voit, vous allez lire le livre, hein, quand ceux qui liront le livre, que c'est comme un système. Moi, ça m'a fait penser au Taylorisme. alors, Tout est automatisé en fait, et finalement, on se demande si le projet, c'est pas la fin de l'humanité à proprement parler, euh, puisque les intelligences et les robots enfin, de personnel ont plus de valeur que l'être humain. oui, tout à fait. C'est alors le taylorisme, pour le coup, c'était pas un terme que je connaissais. On en avait parlé la dernière fois. C'était pas du tout sur ça que je me suis inspirée. C'était plutôt sur les grandes giga-sociétés américaines ou chinoises qui forment des groupes énormes et qui au final rachètent un peu tout. On a vu par exemple ma plus grande inspiration, Elon Musk, racheter Twitter. Tout ça, c'est des petites pièces qui sont des engrenages comme ça et qui finalement pourraient, je pense, mener à un monde similaire, si ce n'est le monde de 1112. Et, et donc, la fin de l'humanité, parfois, quand je vois la façon dont les nouvelles technologies sont abordées, je veux pas faire genre, oh là là, ces jeunes et leur technologie. Mais il y a un moment où la technologie dépasse la morale. Et c'est ça qui me fait peur. Parce que la technologie, ça peut être quelque chose de magnifique, ça peut être quelque chose d'extraordinaire. Euh, Oui, Par exemple, Iris, ce personnage que vous aimez tant, dans la librairie du coin de la rue, ne pourrait pas être présente sans la technologie. bien sûr. Il y a énormément de belles choses, il y a énormément de maladies qui ont trouvé un vaccin. Oui, alors il y a plus de, il y a des maladies qui ont disparu. Alors le SIDA, je crois, qu'a disparu. Le sida a disparu, le diabète, tout ça. Le diabète, pareil. Enfin, il y a vraiment quand même des avancées qui sont formidables. Voilà, il y a des avancées qui sont dues à la technologie. Mais le problème pour moi, c'est quand
technologie dépasse l'humain. On est dans l'éthique. Voilà, c'est ça, dans l'éthique. C'est exactement ça. Et là, à un moment donné, il y a quand même un gars qui s'appelle Nicolas Derry qui se soulève contre qui se soulève contre cette forme de dictature, parce que c'est quand même le fait de dire si tu n'as plus le droit de lire, si tu es sans tablette, tu n'as pas le droit d'exister. Enfin, vraiment, la connaissance n'est réservée qu'à une élite. Donc lui se rebelle de ça. Et lui, pareil, c'était un androïde, un robot d'intelligence artificielle, Artificiel pouvant ressentir, oui, tout à voilà, fait. pouvant ressentir. Et bon, après, on n'en dit pas plus parce qu'il faut pas trop en Non, non, dévoiler, mais oui, non, pas comme moi, tout à il fait. va, il va vraiment faire quelque chose d'assez fort. Et on se dit, à un moment donné, on se pose la question, mais alors, est-ce qu'il est fou? Est-ce que, et là, c'est là où on revient à l'équilibre, moi, que j'ai trouvé vraiment très intéressant sur l'équilibre et la recherche psychologique des personnages, qui est, bon, ben, ok, le gars, il a son objectif il a décidé Que ben, les qu'il choses se passeraient à sa manière à lui. à sa manière à lui, et que pour ça, il le fait dans une bonne intention, mais il Mais sait que il est prêt à agir avec toute la noirceur de son âme. c'est ça. Tout à fait. Et à un moment donné, on se dit, oh là là, voilà. Donc après, il y a d'autres personnages, il y a plein de personnages avec des trahisons à rebondissement. Il y a quand même beaucoup de trahisons. Mais alors après, il y a deux personnages intéressants que je trouve vraiment bien, c'est Léonie et Ashley. Léonie et Ashley. Je les aime beaucoup, ces deux petites. Et voilà. Et donc, je crois que c'est Léonie qui a été blessée. Oui. Léonie, Alors c'est... là, c'est intéressant. Je trouve que c'est intéressant. J'aimerais bien qu'on en parle un peu plus sur les soins qu'elle a, où elle est à moitié, parce que pour le coup, elle était complètement humaine. Mhm. Et elle s'est retrouvée en mode transhumanisée finalement Oui. et robotisée. C'est une petite cyborg, oui, Voilà. d'à peine 10 ans. Oui, oui. Qui, en fait, après une attaque du gouvernement, a perdu plusieurs parties de son corps et qui a pu être sauvée justement un peu à la va-vite avec les pièces de la même IA Pulvérisée. qu'il avait entre guillemets pulvérisée, oui, tout à fait. Oui. Donc, Donc il y a c'est aussi, hyper. pareil, ce côté, mais où est la morale des choses? Où est la morale de cette technologie? Enfin, il y a énormément de dilemmes aussi dans ce roman. Il y a des trahisons, mais il y a aussi des dilemmes. Les trahisons, Oui. c'est pas ah, je trahis parce que j'ai envie de trahir. Ah non, non, il n'y a pas de trahi Oui, parce que je trahis, c'est je trahis, il y a- mais parce que derrière, il y a autre il y chose. a toujours quelque chose derrière. Et même au-delà de la trahison, dans un peu tout le roman, il y a ces personnages qui ont des rêves, des ambitions, des expériences, des envies, et qui sont soit cantonnées dans un monde où elles ne peuvent pas y accéder, soit ne veulent pas que les autres y accèdent. Enfin, il y a toujours ce Mhm. côté humain, même chez les androïdes aussi, ce côté très humain du moi premier et les autres, on verra après. Et alors, ben, là, on a quand même bien parlé du livre. Après, on peut pas spoiler non plus. Non, Mais bon, juste, alors, ça finit. Je vous le dirai pas. non, faut pas le dire. Non. J'ai senti que vous avez eu peur. Ah non, elle va pas le dire. Alors la fin, c'est... Voilà. Ah, non, mais de toute façon, oui, c'est terrible ça. C'est quand on regarde un film et qu'il y a quelqu'un qui passe qui dit non, mais de toute façon, à la fin, ils meurent tous. Ouais, mais non, quoi. Oui. C'est Faut pas pas le possible, dire. quoi. Mais honnêtement, je trouve que, enfin, moi, je pense que je peux assez bien, en général, que ce soit en film ou en livre ou en pièce de théâtre, je peux assez bien regarder quelque chose ou lire quelque chose dont je connais la fin. Étant donné que ce qui m'intéresse, c'est C'est pas le la fin, cheminement. c'est le cheminement et c'est l'écriture dans les choses écrites, la mise en scène dans les pièces de théâtre, le casting dans les films. Enfin, j'arrive toujours à m'accrocher à quelque chose.
Donc même si on peut penser que même là, on en a dit un petit peu beaucoup, je pense qu'il y a encore tellement de choses qui n'ont pas été abordées. Et On dit beaucoup, et en même temps, je pense qu'il faut vraiment lire le bouquin oui, voilà, pour, exactement. parce que là, c'est des sujets, en fait, qui sont quand même des sujets de société hein, qui sont quand même importants. Aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience sur l'éthique en lien avec la technologie et l'utilisation qu'on peut faire de la technologie. Voilà, parce que le transhumanisme, on y est, la robotique, on y est, tout ça, ça existe. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on le fait pour de bonnes... finalement, le problème, c'est pas la robotique ni la technologie, c'est ce que les humains en font. Exactement. C'est là que je voulais en, en arriver. Et alors, moi, je voulais avoir, on va parler un peu de votre processus d'écriture. Donc, alors, ça me fait bizarre parce que c'est la première fois que je reçois une auteure aussi jeune et en même temps, j'ai envie de dire, mais depuis quand écrivez-vous? Bah, depuis toujours. Depuis toujours. Depuis toujours, oui. Depuis Est-ce toujours, que, et je sais que je veux être écrivaine depuis mes 9 ans. ah, voilà. Depuis mes 9 Alors, ans. vous faites des études de littérature, donc. Non, pas du tout. Là, Pas du tout. je suis en année sabbatique. Et l'an prochain, je vais commencer mon cursus de beaux-arts à l'université de Westminster, à Londres. Waouh. Voilà. Alors, question. L'écriture est venue avant la peinture ou la peinture est venue avant l'écriture? La peinture est venue avant l'écriture parce que je ne savais pas écrire. Mais l'imagination a toujours été là. Et en fait, je dirais que l'imagination que je mets dans l'écriture, je la mettais dans le dessin et dans la peinture et dans les histoires que je racontais oralement à tous mes camarades, bon, ceux qui voulaient bien m'écouter. On en a parlé. J'ai pas toujours eu des très beaux rapports avec les personnes à l'école. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose la peinture et le dessin sont venus d'un geste spontané, très vite. Et l'écriture, c'était aussi spontané, mais ça a pris plus de temps à émerger, étant donné que j'ai pas appris à écrire tout de suite, quoi. Donc voilà. Mais dès que j'ai su écrire, j'ai écrit des petites histoires. Je faisais des petites BD. Les bulles ont commencé à apparaître dans mon champ artistique. C'est quelque chose, voilà, je dirais que les deux étaient déjà là. Mais techniquement, oui, la peinture est venue avant. Et est-ce qu'il y a un lien entre l'écriture et la peinture sur le process ou la sculpture, hein, sur le process créatif? D'où vient, est-ce que à un moment donné, la peinture a un impact sur votre process d'écriture? Alors, je dirais que les deux sont extrêmement capricieux. Il y en a un qui peut s'imposer à l'autre. Bon, par exemple, pendant que je suis en train de faire une sculpture, bah, ça m'est arrivé tout à l'heure. J'étais en train de faire une sculpture de ma série Des lapins et des hommes. Et là, je me suis dit, mais oh là là, ce chapitre, faudrait vraiment que je le retape sur le troisième roman. J'avais envie de commencer à écrire alors que j'avais les mains pleines de pâtes à sculpter. Et c'était, voilà, soit ça s'impose, soit ils arrivent à trouver, mes deux patients arrivent à trouver une harmonie. Et à ce moment-là, si jamais je m'arrête pour boire le thé, délicieux Iskandar de mariage frère d'ailleurs, petit placement de produit parce que j'adore ce thé. À ce moment-là, je vais écrire. Mais si jamais j'ai envie de peindre une œuvre sur toile ou sur textile, sur vêtement, à ce moment-là, je m'arrange pour pas confondre ceci avec l'eau des pinceaux. Ah oui, Ça peut m'arriver ah oui, oui, oui. ça m'arrive très souvent. Alors j'essaye de pas trop mettre le thé trop près donc j'essaye de boire moins de thé quand je Mais peins. ce serait dommage de mettre le pinceau dans le thé, en fait. Ça m'arrive régulièrement. Dommage. Oui. Alors, comment s'est construit je voulais savoir un peu comment vous avez construit cette histoire. Est-ce que c'est parti d'un plan ou c'est parti sur j'ai envie d'écrire, je laisse venir l'écriture et les personnages comme ça et l'histoire se construit au fur et à mesure, ou alors il y a eu un plan
d'action en disant bon là il va y avoir des rebondissements, voilà. Et quel a été finalement enfin quel est l'élément déclencheur à chaque fois d'un rebondissement? Mhm. Alors, ce roman, le tout début du roman, le commencement, pas en tant qu'histoire, mais en tant que projet, le commencement du roman, je dirais que ça m'est venu de ma peur du manque d'écriture, du manque de lecture, pardon, que j'avais. Manque de lecture parce que je côtoyais des gens extrêmement cultivés et je côtoie toujours des gens extrêmement cultivés et je me disais, oh là là, mais moi je connais pas le quart du commencement d'une page d'un roman qu'ils ont lu il y a 5 ans. Enfin, et du coup, je me suis dit que je lisais très très peu. Et c'est vrai, même aujourd'hui, je lis très peu. Alors j'ai honteusement, dans ma première interview, euh, menti en disant que je lisais beaucoup. Mais justement, j'avais tellement honte. Et justement, ce roman, ça a été une façon de passer outre cette honte et de vraiment l'analyser en tant que processus générationnel et en tant que fait de société. Les jeunes, moi inclus, ne lisent très peu ou pas. Et moi, j'adore lire. Alors imaginez quelqu'un qui déteste lire. C'est quelque chose qui... Donc voilà, la technologie, ça a pris beaucoup de place. Euh, Brigitte dit coquine. eh ben oui, coquine, bah oui. Eh oui. Mais c'est vrai, la technologie a pris tellement de place que maintenant, c'est limite mal vu quand on est jeune de lire. Je me souviens que quand j'étais petite, on se moquait de moi parce que je lisais, par exemple, des choses comme ça. Et c'est ça qui m'a donné envie d'exacerber cette vision qui était déjà présente et d'en faire un roman où on parlerait de la fin de la lecture, non pas parce qu'elle a été interdite, c'est la diffusion des livres qui a été interdite en 2112, mais pas au début. Les livres ont déjà été oubliés, étant donné que le savoir des livres est devenu tabou et oublié par la population et non pas interdite par le gouvernement. Mais ça arrange le gouvernement quand même. Ça arrange le gouvernement, mais ça, ils l'ont fait plus tard. Ça a arrangé le gouvernement, Oui, ils oui. l'ont fait pour ne pas l'encourager, mais la population a arrêté de lire toute seule. Moi, ça Et m'a fait même penser à Huxley, hein, c'est-à-dire qu'on endort un petit peu la population. Pareil, hein, il y a l'univers aussi de Orwell avec toutes ces vidéos où tout le monde est tout le temps surveillé tout le temps, qui est un petit peu, c'est un petit peu angoissant, quoi. Hein. Mais avec ce côté très moderne, très tout est propre, tout est lisse, tout est beau. On en avait parlé. Moi, ça m'a évoqué un peu l'univers de Célia Ibanez sur son côté transhumanisme H+, mais en plus va te servir à la fontaine, t'as soif, mais bon, on est un peu dans ce côté très lisse, très beau, mais qui est pas si beau que ça finalement. non, pas si En tout beau. cas, pas pour l'être humain. Non. Donc le processus d'écriture, ça se passe comment? Est-ce que vous avez des rituels d'écriture? Vous écrivez plutôt le matin, est-ce que c'est spontané? Je pense que c'est assez spontané. Pour la librairie du coin de la rue, j'ai essayé quand même d'écrire, sinon tous les jours, au moins tous les 2 jours, après l'école ou, bon, honnêtement, pendant l'école. Euh, pendant les cours, j'étais tellement... j'étais pas du tout larguée, hein, c'est juste que j'aimais pas du tout le lycée et ça m'aidait vraiment à me concentrer sur autre chose sur ma phobie scolaire que d'écrire pendant les cours. Alors je disais oui, je prends des notes sur le cours. Eh Voilà. oui, Ne faites pas ça. Si jamais il y a des élèves qui me regardent, c'est pas une bonne idée. Ne faites pas ça. C'est pas bien. voilà. Donc voilà. Que je Mais dis pas ce que je fais. voilà, faites ce que je dis, je fais ce que je fais. Et lisez le livre. Il faut lire. Il faut que je me le dise à moi aussi. Ouais. Quel livre vous a inspiré
Parce qu'il y a quand même de sacrées références, hein, en tout cas en début d'ouvrage, on parle beaucoup de littérature. Quel livre vous a inspiré ou que vous avez choisi de mettre certains livres, il y a une référence à Cicéron à l'intérieur, etc. Et est-ce qu'il y a un livre que vous avez lu qui vous a particulièrement, euh, alors pas aidé, mais qui vous a accompagné pour étoffer le livre? Alors, je dirais pas qu'il y a un livre qui m'est inspiré. Étant donné que j'ignorais la plupart des références culturelles que j'ai mis dans le roman avant d'écrire le roman. Non, non pas parce que je les ai tapées sur Internet en me disant ah, il faut que je trouve un poème qui parle d'étoiles filantes. Et toi, poème qui tape d'étoiles filantes. J'ai pas fait ça. Mais en tout cas, j'ai lu, bon, ça c'est assez Boris Vian. J'ai pris au hasard, hein, c'est pas Boris Vian qui m'a inspiré, mais j'ai tiré de ma bibliothèque des livres que j'avais pas lus avant un petit moment, et c'est ces livres qui m'ont inspiré, et aussi les livres que j'ai lus à l'école. Et donc dans des livres qui n'ont absolument rien à voir avec les dictatures, absolument rien à voir avec la dystopie, j'ai pu trouver des éléments qui collaient avec le roman que j'étais en train de projeter. Donc par exemple l'école des femmes de Molière, qui est évoquée comme vous l'avez dit en début de roman. Oui, L'école des femmes, je me suis inspirée du fait que Agnès, la jeune fille qui est un petit peu personnage principal, le deuxième personnage principal, euh, arrive à ses fins en lisant. Et si jamais Agnès n'avait pas appris à lire, elle n'aurait jamais pu faire ce petit stratagème de s'échanger des lettres avec son amant et pour pouvoir sortir de cette espèce de prison dont elle était enfermée. Et c'est ouais. de là que j'ai tiré. En fait, j'ai tiré non pas des romans, non pas des romans dystopiques, mais des romans que j'avais lus au cours de ma vie et que j'ai lus aussi pendant la période où je l'écrivais. Alors là, on était en période, l'écriture s'est faite en période de Covid. Oui, oui, oui. Ça s'est passé comment pour vous? Parce que c'est vrai que pour la jeunesse, cette période Covid, bon, le fait d'écrire en même temps, En fait, c'est je crois compliqué que entre les l'écriture cours s'est faite en avant visio. l'écriture s'est faite avant la période Covid. Ah, C'est elle s'est faite avant. la fin d'écriture s'est faite. J'ai fini le roman le 11 avril 2020. Et vous l'avez commencé? Je l'ai commencé en mai 2019, je pense. Ouais, en mai 2019. Ou en avril 2019. Je pense que ça m'a pris un an, donc avril 2019. Qu'est-ce qui a été le plus, comment s'est passée la phase de relecture? Ça allait. En fait, j'ai pris beaucoup de temps à trouver un éditeur parce que mon premier éditeur me convenait peu. Et du coup, je voulais vraiment changer, aller dans une maison qui croirait un peu plus en moi et en mon travail. Et, et j'ai trouvé Chèvrefeuille étoilée seulement 2 ans après avoir fini d'écrire et m'être relue. Donc c'est après bien sûr avant la sortie du livre il a fallu relire à nouveau plusieurs fois, mais c'est quelque chose qui était euh, très distant dans le temps. Je me suis beaucoup relue, mais espacément. Donc ça s'est bien passé, c'était pas un ras-le-bol. Et puis, je pense que si jamais je dois encore le relire, je ne l'ai pas encore relu dans le papier. Euh, mais en tout cas, il faudrait que je le fasse parce que quand même, ça fait pas rien d'avoir son petit bébé entre ses mains. Un peu bizarre, mais Ouais, ça se passe comment à la fin là, quand on met le point final, il y a et de se dire que ben voilà que c'est fini, on se sent comment? non.
Quand on met le point final, c'est loin d'être fini. Oui, non, c'est loin d'être fini dans l'aventure du roman, puisque c'est jamais fini finalement l'aventure, puisque Oui, le et bouquin il va vivre. même dans l'écriture, c'est pas fini au point final. C'est pas Parce fini que, au point final. non, parce que le point final du premier jet, c'est vraiment le début de Oui, l'aventure. Oui, oui. évidemment, il y a la relecture. Est-ce qu'il y a des passages qui ont été retravaillés? Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a beaucoup de passages qui ont été retravaillés, pas intensément, mais qui quand même, il y a eu un ajout de chapitres, il y a eu, oui, oui, quand même. Ah, quand même. Ok. Euh, là, euh, donc vous écrivez en buvant du thé. Oui, tout à fait. Voilà, vous Je peignez peux en pas buvant boire du ça. thé. De Je peux temps en pas temps, vous écrire sans buvez boire. l'eau de la peinture. Oui, j'essaye de ne pas le faire, cher Pascal. Vous allez me taquiner avec ça pendant longtemps, je sais. Non, je plaisante. Bon, je pense que j'ai pas fait mieux, hein. Et ça m'est arrivé aussi de faire des trucs un peu étranges. Quand on est dans le process créatif, des fois, voilà, Tout à il y a fait. des choses qui se passent, qui sont un peu incongrues. C'est pas grave. Donc là, Chèvrefeuille étoilée, donc c'est une maison d'édition. J'aimerais bien que vous m'en parliez un petit peu, qui est à Oui, Montpellier. bien sûr. Chèvrefeuille étoilée, c'est une maison d'édition gérée par des femmes qui publie principalement des femmes de Méditerranée. Et c'est une maison qui a énormément de valeurs féministes, antiracistes, progressistes et qui m'a beaucoup plu, étant donné que c'est avant tout une maison d'édition au sens littéral du terme. C'est vraiment une maison d'édition comme un foyer d'édition. C'est quelque chose, contrairement à, comme je disais avec mon premier éditeur, où j'avais un peu l'impression d'être dans une usine, là, je me sentais vraiment chez moi, en fait. Voilà. Et Marie-Noël Arras, c'est euh, la co-créatrice de Chèvrefeuille étoilée. C'est elle qui m'a vraiment incité à envoyer le roman après que j'ai envoyé des poèmes à leur revue L'Imprévisible, dont j'ai fait la couverture. C'est à ce moment-là qu'on a pu vraiment échanger et que je me suis dit que c'était vraiment, voilà, vous voyez, c'était quelque chose de très humain. J'ai une question sur la première de couverture. Oui. Pourquoi ne pas avoir mis une toile à vous? Alors, justement, j'ai fait la première de couverture. Ah, ben, parce qu'en fait, je reconnaissais, moi, ce que j'ai reconnu de votre style, c'est là, Oui, oui, oui. voilà. Et là, après, sur ce côté, sur le graphisme, voilà, là, ça, j'ai bien reconnu. Mais après, sur l'autre, je me suis dit, tiens, c'est un mélange c'est pour ça que je pose la question. En fait, j'ai fait un découpage, j'ai fait un collage avec plusieurs livres qui sont soit mentionnés dans le roman, soit que j'aime beaucoup. Donc là, il y a Cyrano de Bergerac, il y a Alice au Pays Ouais. des Merveilles, il y a L'école des femmes, il y a Les Fables de La Fontaine. Donc voilà, j'ai découpé un peu tout ça et j'ai collé par-dessus euh, deux pans d'une image de ville froide que j'ai trouvée sur Internet sur une image libre de droit. Et par-dessus, j'ai trouvé cette superbe image d'un androïde et C'est un humain? d'un humain qui faisait un peu comme sur le plafond de la chapelle Sixtine. Et ça Ouais. m'a tout de suite inspiré. Alors j'ai fait en sorte que ce monde, toutes ces images, soient en accord avec le monde que j'avais créé. C'est comme ça qu'est née la couverture de la librairie du coin de la rue. Et ça s'est passé, la création de la première de couverture, ça s'est fait intuitivement, c'est absolument génial, hein. Bah, ça s'est fait. Il y a eu plusieurs essais avant. Il y avait un autre
Il y a eu d'autres essais de couverture, mais qui me convenaient pas et qui convenaient pas non plus à mon éditrice, à mes éditrices. Mais avec cette couverture, on a vraiment réussi à trouver l'âme du roman. Et puis une couverture, c'est pas rien, c'est malgré tout la première chose qu'on va voir en librairie quand on achète le livre. Et je tenais vraiment à faire la première de couverture pour que ce soit, comme vous dites, une œuvre à moi. Ça aurait été dommage que ça ne le soit pas. Et oui, parce que vous faites de la sculpture, vous peignez, ça aurait été dommage. Mais là, franchement, je la trouve vraiment très, 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 très belle. Et Merci elle beaucoup. correspond bien à l'univers du livre, avec voilà Ah, cette perspective de fermeture de avec tous ces mots là derrière, où on a l'impression que le monde est en train de se fermer sur la culture, oui, en tout à fait. fait. Ce monde qui se ferme sur la culture, c'est très bien vu, c'est exactement ça. Oui. Et Je du fais coup, il y a aux Guillaume Lopez éditions, qui nous je fais demande, coucou à tout le monde au fur et à mesure. pardon, il y a Guillaume Lopez qui nous demande est-ce qu'on peut vous rencontrer quelque part pour une éventuelle dédicace? Alors, je serai Allez présente. poser la question, Guillaume. Euh, je serai présente sur le salon du livre de la Comédie du Livre le 20, 21 et 22 mai de 10h à 19h normalement. Oui, oui, c'est ça, de 10h à 19h sur le stand de Sorams. Donc la Comédie du Livre, ça a déjà commencé. C'est Ça sur commence. l'esplanade le 20, 21 et 22 mai. Et voilà, donc si vous voulez avoir un roman dédicacé, il faut venir là et En tout vous cas, moi, dédicacer avec. je passerai moi le dimanche. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je passerai le dimanche parce que le samedi, j'ai une obligation déjà, mais le dimanche, je viendrai faire un tour. Très bien. Qu'on se rencontre en direct, ce serait super. Oui, ce serait chouette. Tout à fait. Ce serait chouette et merci beaucoup pour l'intérêt que vous avez porté à mon roman. J'espère que comme vous, mes futurs lecteurs l'aimeront, le comprendront et le chériront. Et comme ils chériront Vraiment, la lecture en général. j'invite vraiment les personnes à le lire parce que je trouve qu'il est incroyable. Je veux dire, imaginez 2000. Alors pourquoi 2112? Parce que je me suis dit, ça aurait pu être 2020, 2125, enfin, mais Alors, 12. 2112, c'était une référence à la fameuse fin du monde de 2012, donc qui n'a pas vraiment eu lieu. Oui, Et 2112, finalement, est-ce qu'un monde sans lecture, c'est pas la fin d'un monde? Et c'est ça que j'ai voulu exprimer par cette date de 2112. Elle n'est c'est pas. vraiment. Moi, ce que je peux vous dire, que c'est un livre où il y a de l'action, de la réflexion. On est un petit peu quand même décoiffé, on est tenu en haleine tout le long, où on se dit, on pense qu'il va se passer une chose, puis non, finalement, il se passe encore autre chose. Donc la trahison, quelque part, voilà, les personnages sont vraiment nuancés, ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, même dans le livre, il est dit, hein, vous le dites, hein, il y a pas de, enfin pas de Il n'y a mauvais pas de méchants. gentil, il y a pas, voilà, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, c'est ça. Voilà, Oui, oui, tout à fait. Il n'y a pas de. c'est vraiment, C'est pas comme on dit aux enfants, lui il est gentil, lui il est méchant. J'ai jamais aimé cette distinction et je pense que dans ce roman, j'ai vraiment voulu la détruire. non, c'est vraiment intéressant et c'est difficile de pas trop en dire. Euh, L'exposition qu'il y a à la Gazette Café, elle a lieu jusqu'à quand pour voir vos œuvres? Alors, l'exposition au Gazette Café, c'est jusqu'au 28 mai. Donc voilà, je suis très contente au vernissage. Ça s'est très très bien passé. C'était vendredi dernier. Ça s'est super bien passé. C'était vraiment excellent. Et, je remercie vraiment ma maison d'édition et le Gazette Café d'avoir pu me donner cette opportunité d'exposer afin d'aussi profiter de mon talent d'artiste et aussi d'écrivaine, puisqu'il y a eu la conférence avec la signature en avant-première le 10 mai. À laquelle j'ai pas pu assister puisque j'étais covidée. Et oui,
Est-ce que ça va mieux d'ailleurs? Ça va. Franchement, je suis négative. C'est la première fois que je suis contente d'être négative. Bah, tant mieux. Tant mieux. Voilà. Donc là, pour le coup, on me dit, oh, faut être positif. Non, non, ben là, je Ah, suis tant mieux, négative, je ça suis tant contente. mieux. Tant mieux. Ouais, non, non, ça va bien mieux. Ça a été 10 jours quand même de grosse fatigue. Donc il faut, et voilà, avec cette frustration de ne pas pouvoir aller en se disant, bon, ben, je suis confinée, hein. Voilà. C'est bon, ça m'a permis aussi de lire, hein, Oui. de lire la librairie du coin de la rue avec des personnages attachants, hein, Iris, Nicolas Derry, Léonie et Ashley, Sébastien, Eric. Un troisième roman en cours d'écriture, j'ai compris tout à l'heure. Un troisième roman fini d'être écrit. Waouh, Oui, c'est fini d'être écrit la veille de mon anniversaire, le 17 décembre dernier. ben, félicitations, c'est ce qui s'appelle être prolifique. Merci. Le sujet, on peut le thème. Alors, ça parle d'une secte écologiste qui veut réguler l'espèce humaine. Ouh, c'est engagé. Voilà. Ok. Et il sera édité pareil aux éditions Chèvrefeuille étoilée? Alors, pour l'instant, je ne peux pas en dire plus. Pour l'instant, je ne peux pas en dire plus, mais peut-être un jour. Voilà. Ok. Donc, rendez-vous le 20, 21 et 22 mai sur le stand de Sorams à la Comédie du Livre à Montpellier. Donc, toute la journée pour des séances de dédicaces. Vraiment, je vous invite, je remontre la première de couverture avec des petites notes sur le côté. Voilà, la librairie du coin de la rue avec donc Louise Apton. Et vraiment, merci beaucoup Louise d'avoir accepté ce live d'auteur où Bah, j'ai merci pris beaucoup. beaucoup de plaisir à vous recevoir. Bah, merci beaucoup, Pascal. Merci pour votre gentillesse, votre bienveillance. Et merci pour ce moment que j'ai beaucoup apprécié également. Moi, je pense que vous avez un très, 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 très bel avenir en tant qu'écrivain. Et voilà, je dis que allez, dans 5-10 ans, il faudra vous envoyer un Bristol par agence de presse. Bah, c'est tout ce que je me souhaite, en tout cas. Bon. Merci beaucoup à tous les internautes de s'être connectés, même si ceux qui ont laissé des messages, j'ai eu des messages avec des petits soucis de connexion, mais on peut le revoir en replay. Le live, je le mettrai sur la chaîne YouTube de 3A ABP, donc il sera visible en replay et visible aussi en replay sur 3A ABP dans les vidéos. Voilà. Voilà, super. J'étais en train de Merci regarder un beaucoup. petit peu les messages. Ouais. Merci beaucoup à tous. À très très bientôt. N'hésitez pas voilà, à découvrir l'univers de Louise en allant à la Gazette Café, à la Comédie du Livre. Merci beaucoup Louise et à très très bientôt. Je passerai dimanche à la Comédie du Livre. Merci beaucoup, Pascal. À très bientôt. À bientôt. Merci à tous. Au revoir Au à tout le revoir. monde. Au revoir, à Au bientôt. revoir.